Salam alaikum. J'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui l'hémostase et la fibrinolyse, une physiopathologie appliquée. C'est un cours très lent. Sans trop tarder, nous allons commencer directement par une introduction où donc l'hémostase est définie comme étant la stagnation du sang, c'est-à-dire l'arrêt du saignement. On divise classiquement l'hémostase en trois phases: l'hémostase primaire, l'hémostase secondaire ou la coagulation, et la fibrinolyse. La fibrinolyse faisant partie intégrante des phénomènes de l'hémostase. Alors, il faut comprendre, il faut savoir que les connaissances physiopathologiques et physiologiques de l'hémostase vont pouvoir être utilisées fréquemment, énormément dans la pratique courante, pour l'exploration, autant pour l'exploration, le diagnostic ou la prise en charge thérapeutique. Donc, il faut savoir que les phénomènes de l'hémostase sont intriquement, sont très liés. Les phénomènes ne se passent pas d'une façon par étapes, comme nous allons le présenter, mais plutôt d'une façon concomitante. C'est-à-dire que tous ces phénomènes se font d'une façon parallèle ou se passent d'une façon parallèle, mais à titre pédagogique et didactique, nous devons les diviser pour mieux comprendre. Et comme nous l'avons dit, on les divise en hémostase primaire et hémostase secondaire pour la première partie de l'hémostase, c'est-à-dire la formation du caillot, et en fibrinolyse pour la deuxième partie de l'hémostase qui va permettre la reperméabilisation du vaisseau. Donc globalement, quand nous avons une lésion vasculaire, qui est donc le facteur déclenchant sur le plan physiologique des phénomènes d'hémostase, les phénomènes vont s'activer d'une façon concomitante. Nous aurons donc l'hémostase primaire et la coagulation qui va se mettre en marche. Le tout va permettre de former le caillot. Ce caillot va, en théorie, être à l'origine du colmatage de la brèche et pour ne pas que ce caillot soit trop important jusqu'au point d'obstruer la circulation sanguine, la fibrinolyse va se mettre en place pour reperméabiliser ce vaisseau. Donc, comme nous l'avons dit, nous devons, diviser ou nous devons traiter l'hémostase en trois phases, en commençant donc par l'hémostase primaire. Quelle est la définition de l'hémostase primaire? Donc, l'hémostase primaire, c'est ce qu'on appelle donc l'hémostase ou le temps vasculo-plaquettaire, c'est-à-dire là où il y aura l'intervention des vaisseaux et des plaquettes. Donc, l'hémostase primaire est elle-même divisée en trois étapes. La première étape qui est la vasoconstriction, c'est-à-dire le temps vasculaire, et la deuxième étape qui est le temps plaquettaire est divisée en trois phases. La première phase, c'est l'adhésion. La deuxième, c'est l'activation. Et la troisième, c'est l'agrégation plaquettaire. Donc, comme vous pouvez le voir sur cette plaque, la vasoconstriction est extrêmement rapide. C'est quasiment immédiat après la lésion vasculaire, alors que l'adhésion et l'activation plaquettaire vont prendre quelques secondes pour se mettre en place et l'agrégation, quelques minutes. Pour comprendre les facteurs de l'hémostase primaire, nous allons donc présenter les acteurs de cette phase de l'hémostase, que sont donc les vaisseaux, essentiellement l'endothélium, qui joue un rôle extrêmement important dans les phénomènes d'hémostase en général et dans le temps vasculaire en particulier, la musculature des vaisseaux, donc les fibres musculaires lisses vasculaires, les plaquettes avec leurs différentes constituantes, les glycoprotéines, les structures membranaires, deux facteurs plasmatiques que sont le facteur de Van Willebrand et le fibrinogène. Donc, ces trois facteurs ou ces trois acteurs, c'est-à-dire le vaisseau, les plaquettes et les facteurs plasmatiques, vont concourir à la formation du caillot plaquettaire. Donc, sans trop tarder, l'hémostase primaire avec le temps vasculaire, c'est donc une vasoconstriction qui fait suite d'une façon myogène, réflexe, ou humorale par la sécrétion de vasoconstricteurs locaux, tels que l'ADH, qui est déjà présente au niveau des plaquettes. Il faut savoir que l'ADH est transporté par les plaquettes. La sérotonine, l'endothéline, qui est donc sécrétée par l'endothélium. Ces facteurs locaux vont
permettre la vasoconstriction. Nous avons aussi des facteurs neurogènes, un spasme neurogène d'origine sympathique qui est moins important. Donc, le principal facteur de la vasoconstriction est le spasme myogène, suivi par les vasoconstricteurs humoraux. Tout ça donc va se faire essentiellement au niveau des vaisseaux de petit calibre. Donc, il faut savoir que c'est les artérioles qui sont douées de cette vasoconstriction. Les vaisseaux de gros calibre ne peuvent être, les vaisseaux élastiques des troncs de l'aorte, par exemple, ne peuvent faire cette vasoconstriction. Et donc, l'hémostase, enfin, le temps vasculaire dans les lésions des gros vaisseaux n'est pas possible physiologiquement. Et donc, ça va faire appel à l'intervention externe, par exemple du chirurgien par la compression et la suture. Pour ce qui est de l'endothélium, donc l'endothélium joue un rôle important dans tous les phénomènes d'hémostase. Il est en même temps donc le garant de la fluidité du sang en temps normal, c'est-à-dire qu'il a des phénomènes antithrombogènes, de par déjà son électronégativité par exemple, mais aussi par la sécrétion de facteurs antiagrégants tels que la prostacycline, le monoxyde d'azote, donc ce sont des facteurs qui évitent ou qui empêchent l'adhésion plaquettaire, les héparines sulfates, la thrombomoduline aussi vont contribuer à cet effet anti-thrombogène. Mais il faut savoir que le facteur de Van Willebrand, il est synthétisé entre autres par les cellules endothéliales, mais qui vont le garder, ils vont le maintenir caché dans des vésicules qu'on appelle donc les vésicules de Weibel-Palade. Et donc, en empêchant cette libération, il contribue à la fluidification du sang. Le sous-endothélium, par contre, lui, il est plus thrombogène parce qu'il va lier les facteurs de Van Willebrand, comme nous allons voir, et il contient des facteurs activateurs de l'hémostase, que ce soit l'hémostase primaire ou secondaire, tels que le collagène et le facteur tissulaire. Donc, en résumé, l'endothélium est le garant de la fluidité du sang. Son intégrité est importante pour maintenir le sang fluide. Et le sous-endothélium est le principal activateur de l'hémostase. L'endothélium lui-même peut, dans certaines situations dites donc d'activation endothéliale, devenir thrombogène. Le deuxième acteur de l'hémostase primaire, donc après ce qu'on a vu, le temps vasculaire avec les acteurs que sont l'endothélium et le sous-endothélium, les fibres musculaires lisses par exemple, c'est les plaquettes. Donc les plaquettes, ce sont des fragments de cellules ou des cellules anucléées qui sont produites au niveau de la moelle osseuse par des mégacariocytes. Leur durée de vie moyenne, leur demi-vie est de 8 à 10 jours et leur taux normal est entre 150 000 et 400 000. Ils sont produits donc à partir de mégacariocytes, comme vous pouvez le voir au niveau de cette plaque. Les mégacariocytes sont des cellules douées d'une activité qu'on appelle endomitose. C'est un phénomène ou c'est un type de division cellulaire particulière qui fait que les cellules vont diviser leur noyau sans diviser leur cytoplasme, ce qui fait que ces cellules-là, les mégacariocytes, vont pouvoir avoir des cytoplasmes riches, de grandes quantités, donc un cytoplasme donc de taille, une cellule de taille donc importante. Et à partir de cette endomitose, il y aura une fragmentation du cytoplasme et de la membrane plasmique du mégacariocyte et par cela donc la production de plaquettes. Donc l'endomitose va permettre la division du noyau sans la division du cytoplasme et produire plusieurs N chromosomes, c'est-à-dire passer de 2 à 4 N, 6, 8 N, etc. Alors, il faut savoir que les plaquettes et donc le mégacariocyte, qui est donc le générateur de plaquettes, contiennent des granules assez particulières qu'on va étudier tout à l'heure, que sont les granules alpha, les granules denses et les lysosomes qui sont marqués ici.
il y a aussi un cytosquelette particulier et très riche, très important, comme on le verra tout à l'heure. Vous voyez ici un mégacaryocyte avec ces prolongements, des filopodes. Ces prolongements vont être à l'origine des plaquettes. Donc, c'est ces prolongements-là qui vont se faire à partir de la moelle vers les vaisseaux pour pouvoir euh, constituer ou fabriquer les plaquettes. Donc, les plaquettes sont formées de quoi? Ils sont formés d'une membrane qui est une bicouche phospholipidique qui a une importance particulière, on le verra tout à l'heure. Un système tubulaire dense, donc qui va permettre le stockage du calcium, qui est très important pour les phénomènes de l'hémostase, que ce soit primaire ou secondaire. Des glycoprotéines. Ces glycoprotéines vont être à l'origine des phénomènes d'adhésion, d'activation et d'agrégation plaquettaire. Ils sont nombreux, mais on va étudier essentiellement les glycoprotéines responsables de l'adhésion et de l'activation avec le fibrinogène et avec le facteur de Willebrand et le collagène. Ces glycoprotéines sont à l'origine de l'activation des plaquettes après leur stimulation. Ils ont un cytosquelette riche, donc d'actine et de tubuline. Ce cytosquelette va être à l'origine de la forme particulière des plaquettes. Comme nous l'avons dit, les plaquettes sont particulièrement riches en granules spécifiques, que sont les granules denses, qui contiennent des facteurs plutôt des cofacteurs de l'agrégation et de l'hémostase primaire, que sont l'ADP, le calcium et le sérotonine, et des facteurs dans les granules alpha, qui, eux, auront d'autres rôles, essentiellement donc le facteur de von Willebrand, le facteur 4 plaquettaire et le facteur 5, par exemple. Donc, nous voyons ici la plaquette, une coupe donc, sur microscopie électronique à transmission, où nous voyons la forme de la plaquette qui est discoïde, comme vous pouvez le voir ici, en coupe plutôt transversale, et là, en coupe plutôt frontale. Ces coupes donc, nous montrent les différentes granules alpha et granules denses au niveau des plaquettes. Et une plaquette qui a cette forme-là est une plaquette qui est inactivée. Donc, nous revoyons la forme discoïdale de la plaquette sur microscopie électronique à balayage. Passons maintenant au phénomène de l'hémostase primaire. Donc, l'hémostase primaire commence par le temps vasculaire que nous avons vu, puis nous avons rapidement l'adhésion des plaquettes au sous-endothélium. Donc, les plaquettes qui contiennent, comme nous avons dit, des glycoprotéines à leur surface vont interagir avec certains ligands au niveau du sous-endothélium. Ces ligands sont essentiellement le collagène, qui est déjà présent, ou le facteur de von Willebrand, qui est un facteur plasmatique qui va se lier au sous-endothélium, produisant des ponts entre les plaquettes et le sous-endothélium. C'est en fait comme une chaîne d'amarrage des plaquettes au sous-endothélium. Donc, certaines glycoprotéines reconnaissent le facteur de von Willebrand, tel que le GPMB, et d'autres reconnaissent le collagène, tel que le GP1A, 2A. Cette adhésion plaquettaire est le premier phénomène de l'hémostase primaire, le temps plaquettaire de l'hémostase primaire. Cette adhésion va induire une activation des plaquettes. En fait, nous allons revoir un peu le facteur de von Willebrand. Donc, le facteur de von Willebrand est une molécule clé dans l'adhésion et donc dans l'activation plaquettaire, puisque l'activation, comme nous avons dit, est un phénomène qui fait suite à l'adhésion plaquettaire. C'est une grosse protéine qui est sous forme multimérique physiologiquement. Ce multimère va être produit essentiellement par les plaquettes elles-mêmes, donc par les mégacaryocytes ou par les cellules endothéliales dans les vésicules de Weibel-Palade. Le facteur de von Willebrand, comme vous voyez, il peut se lier d'une part au collagène et donc au sous-endothélium, et d'autre part, il peut se lier aux plaquettes par l'intermédiaire
du récepteur GP1B et donc permettre de faire le pont entre la plaquette et le collagène. Il faut savoir que le facteur de Van Willebrand peut lier aussi le facteur 8 et on dit que, enfin, il est admis que le facteur de Van Willebrand est un facteur qui va permettre de protéger le facteur 8 contre les protéines de dégradation du facteur 8 que sont la protéine C, la protéine S que nous verrons tout à l'heure. Quand l'adhésion au sous-endothélium est faite par l'intermédiaire du collagène et du facteur de Van Willebrand, il y aura activation de la plaquette. L'activation plaquettaire va faire passer la plaquette d'une forme discoïde inactive à une forme à une forme active avec plein de prolongements cytoplasmiques, c'est-à-dire la dégradation du cytosquelette et la formation de prolongements cytoplasmiques. Ces phénomènes donc s'appellent la contraction, c'est-à-dire formation de ces prolongements, la dégranulation, c'est-à-dire la libération des granules du contenu des granules denses et du contenu des granules alpha, et l'activation se termine par l'activation de ce qu'on appelle le récepteur ou la glycoprotéine GP2B3A, qui est la glycoprotéine clé à l'agrégation plaquettaire. Le GP2B3A en temps normal est inactivé, c'est-à-dire qu'il est fermé, il est inerte, alors qu'après activation plaquettaire, il va s'ouvrir et il va permettre de lier le fibrinogène. Donc le GP2B3A est la glycoprotéine qui va lier le fibrinogène. Le fibrinogène va être reconnu par deux plaquettes de part et d'autre, former un pont entre deux plaquettes adjacentes, c'est-à-dire que nous aurons une plaquette activée avec du GP2B3A, du fibrinogène et une plaquette activée avec du GP2B3A. Donc l'activation plaquettaire, sa finalité, c'est l'expression d'un GP2B3A activé. Donc, comme vous pouvez le voir ici, adhésion plaquettaire au sous-endothélium, activation de la plaquette qui va être à l'origine donc de modification du GP2B3A qui devient activé. Le GP2B3A activé va permettre de faire le pont ou de reconnaître le fibrinogène et faire le pont entre les différentes plaquettes. Alors, comme nous avons dit, les plaquettes activées vont se dégranuler, libérer leur contenu, donc par exemple l'ADP, sérotonine, mais aussi va permettre la fabrication du thromboxane A2. Ces phénomènes de sécrétion et de production de ces substances-là vont activer d'autres plaquettes qui, elles, n'ont pas adhéré au sous-endothélium. Pardon. Donc, l'activation des plaquettes et le changement de conformation du GP2B3A va reconnaître le fibrinogène et les plaquettes qui ont adhéré au sous-endothélium, qui sont activées par adhésion, vont libérer des substances que sont l'ADP, le thromboxane A2 et d'autres substances qui vont être reconnues par des récepteurs, l'ADP avec son récepteur spécifique qui est le P2Y12, le thromboxane A2 et son récepteur. Ces récepteurs de thromboxane A2 et d'ADP et d'autres molécules vont induire une cascade intracellulaire d'activation plaquettaire. La plaquette activée va exprimer du GP2B3A activé et donc pouvoir relier deux plaquettes ou reconnaître le fibrinogène qui relie les plaquettes. Et donc, par ces activations, agrégations, ce phénomène va s'amplifier et nous aurons la formation du thrombus. Il faut savoir que la plaquette activée
est une plateforme de la coagulation, c'est-à-dire que la plaquette activée a une activité procoagulante, c'est-à-dire qu'elle va permettre de créer une base pour l'hémostase secondaire que nous verrons tout à l'heure. Cette base de l'hémostase secondaire est due essentiellement à l'expression de phospholipides particuliers, qui est le phosphatidylsérine, qui initialement était caché à l'intérieur de la bicouche phospholipidique et qu'après activation plaquettaire, il y aura la, la, la translocation de ces phosphatidylsérines vers la membrane, vers la bicouche externe, par l'intervention d'enzymes telles que les flip-flopases, qui vont avoir comme effet donc d'introduire à l'intérieur les phospholipides qui n'étaient pas à l'extérieur, qui étaient à l'extérieur, que sont donc le phosphatidylcholine essentiellement, qui lui a une activité anticoagulante. Passons à l'exploration de cette hémostase. Donc l'hémostase primaire, pour l'explorer, il faut faire appel aux connaissances que nous venons de voir de la physiologie. Donc le taux de plaquettes est très important pour comprendre ou pour évaluer les problèmes ou les troubles de l'hémostase primaire. Donc, nous allons devoir faire appel à une formule numération sanguine. Le temps de saignement était classiquement un des phénomènes ou un des paramètres d'exploration de l'hémostase primaire qui ne se fait plus. Le dosage des facteurs plasmatiques que nous avons évoqués, que sont donc le fibrinogène, comme nous avons dit, forme le pont entre les plaquettes, et le facteur de von Willebrand, qui lui permet l'adhésion des plaquettes et leur activation. Des tests fonctionnels de l'activation plaquettaire peuvent être faits in vitro. Donc, nous citons ici le PFA 100, qui se fait sur 100 total. Donc, on met des plaquettes en contact avec leurs facteurs d'activation, collagène, adrénaline ou ADP. Donc, nous avons vu l'ADP et le collagène qui sont des facteurs d'activation des plaquettes. Ces phénomènes vont être à l'origine de l'activation des plaquettes et de l'occlusion d'une ouverture membranaire. Le temps nécessaire pour l'occlusion de cette ouverture nous dit que nous permet d'affirmer la fonctionnalité des plaquettes. Ce test est pour le moment réservé à certaines situations particulières. Plusieurs pathologies peuvent se voir ou peuvent modifier l'hémostase primaire. Donc, nous avons vu que l'hémostase primaire, le temps vasculaire est important. Donc, toutes les atteintes des parois vasculaires et essentiellement des petits vaisseaux peut être à l'origine de troubles de l'hémostase primaire. Nous citons la vascularite, tels que le purpura rhumatoïde ou d'autres purpuras de l'adulte, par exemple. Certaines maladies génétiques de la membrane ou de la membrane basale ou du sous-endothélium, telles que la maladie de Rondeau-Osler et la maladie d'Ehlers-Danlos, certaines formes de maladie d'Ehlers-Danlos, donc des fibres élastiques. Ces pathologies vasculaires vont induire une fragilité vasculaire, capillaire et microvasculaire, à l'origine de troubles de l'hémostase primaire avec l'apparition d'hémorragies caractéristiques de l'hémostase primaire que vous connaissez, que sont les purpuras, les gingivorragies, les épistaxis et autres hémorragies spontanées, contrairement aux troubles de l'hémostase secondaire qui, eux, sont à l'origine essentiellement d'hémorragies secondaires, c'est-à-dire provoquées par un traumatisme ou par une lésion. Les thrombopénies, donc avec un taux de plaquettes classiquement inférieur à 150 000 ou à 100 000 selon les laboratoires et selon la norme, sont fréquentes et peuvent être d'origine centrale, donc problème de production des plaquettes par les mégakaryocytes, tels que les leucémies ou les aplasies médulaires,
ou alors périphérique, le classique, purpura thrombopénique, idiopathique ou auto-immune, par exemple, où nous avons une consommation des plaquettes, leur baisse, et qui peuvent être associées à des phénomènes hémorragiques. Nous avons aussi les thrombopathies, donc les problèmes de fonctionnalité, que ce soit adhésion, activation ou agrégation plaquettaire. Ces thrombopathies peuvent être acquises, par exemple lors d'une pathologie chronique, telle que l'insuffisance rénale chronique, ou congénitale, comme nous verrons tout à l'heure. Les maladies de von Willebrand, où nous avons un déficit qualitatif ou quantitatif du facteur de von Willebrand, elles aussi peuvent être acquises ou congénitales. La maladie de von Willebrand congénitale est la plus fréquente des maladies constitutionnelles de l'hémostase. Le déficit en fibrinogène, la fibrinogénémie ou l'hypofibrinogénémie, qui peuvent être aussi congénitales ou acquis, c'est-à-dire par défaut de production. Donc, nous voyons ici quelques exemples de thrombopathie. Nous avons la maladie de Bernard-Soulier avec le déficit en GPMB, c'est-à-dire la principale glycoprotéine qui lie le facteur de von Willebrand. Donc, nous aurons une anomalie de l'adhésion plaquettaire et donc de leur activation. Nous aurons dans ce cas-là essentiellement donc des plaquettes de grande taille avec des signes hémorragiques. Les anomalies de l'agrégation plaquettaire, la thrombasthénie de Glanzmann, où nous aurons un problème de déficit en GP2B3A, donc absence d'agrégation plaquettaire. Les anomalies de signalisation, de sécrétion et autres. La maladie de von Willebrand, quant à elle, est divisée en 3 types selon le degré de déficit et le type de déficit. Nous avons le déficit quantitatif partiel type 1 qui est assez fréquent et qui est le plus fréquent des formes de la maladie de Willebrand, de transmission autosomique dominante. Le type 2, qui peuvent être donc de A, de M, de B ou de Z. Par exemple, le 2N, qui est autosomique récessif, nous aurons une diminution de l'affinité du facteur de von Willebrand pour le facteur 8. Il n'y aura pas de problème de l'hémostase primaire, puisque le facteur de von Willebrand est présent, mais nous aurons ce qu'on appelle la pseudo-hémophilie. Et donc, il y aura une baisse du facteur 8, qui est le facteur anti-hémophilique A, dans ce cas-là. Et le déficit le plus grave, qui est donc le déficit total en facteur de von Willebrand, qui est rare, mais grave. Quelques cas particuliers des troubles de l'hémostase primaire, qui est la thrombopénie induite par l'héparine, qui, elle, va être plutôt thrombotique, c'est-à-dire ça sera une thrombopénie, mais avec la formation de caillots sanguins. Ça ne sera pas une pathologie hémorragique, mais plutôt une pathologie thrombotique. L'hémostase secondaire ou la coagulation. Donc, quel est l'objectif de la coagulation? La coagulation, son objectif, c'est de transformer du fibrinogène en fibrine. Il faut savoir que le fibrinogène, nous l'avons vu dans l'hémostase primaire, il forme des ponts entre les plaquettes permettant l'agrégation plaquettaire. La fibrine, quant à elle, va former un véritable filet qui va empêcher ou qui va maintenir tout ce qui passe à l'intérieur, que ce soit les globules rouges, les globules blancs ou tous les constituants du sang, et donc former un véritable mur, un véritable chape, une véritable chape pour empêcher l'extravasation du sang. La fibrine n'a donc pas de récepteur spécifique, mais c'est véritablement une colle qui va coller d'une façon non spécifique tous les produits qui passent à travers elle. La coagulation fait appel à des complexes enzymatiques, essentiellement des sérines protéases et des cofacteurs,
l'enzyme clé de la coagulation est la thrombine. Ce phénomène de coagulation se font, comme nous avons dit, sur une plateforme phospholipidique qui est la plaquette activée qui exprime du phospholipide, du phosphatidylsérine, qui permet l'enclenchement et la poursuite de la coagulation. Le calcium est un cofacteur indispensable à la coagulation et ces phénomènes sont contrôlés par des inhibiteurs physiologiques qui empêchent que la coagulation dépasse son objectif. Nous voyons ici les principaux facteurs de la coagulation, leur nom, leur lieu de synthèse et un élément important qui est est-ce qu'ils sont vitamino K dépendants, c'est-à-dire est-ce que leur synthèse dépend d'un cofacteur qui est la vitamine K. Les facteurs vitamino K dépendants sont le facteur 2, le facteur 7, le facteur 9 et le facteur 10. Les facteurs vitamino K dépendants sont bien sûr synthétisés au niveau du foie. Donc nous voyons le fibrinogène, le facteur 1, facteur 2 prothrombine, facteur 5 proaccélérine, les facteurs 3 et 4 ne sont plus considérés comme des facteurs, c'est le phospholipide que nous avons vu tout à l'heure et le calcium. Facteur 7, proconvertine, le facteur 8, facteur antihémophilique A, facteur 9, facteur antihémophilique B, etc. Alors, de ces facteurs-là, nous avons, comme nous avons dit, des enzymes et des cofacteurs. Deux cofacteurs essentiellement, donc, que sont le facteur 8 et le facteur 5. Donc, le facteur 5 et le facteur 8 ne sont pas enzymatiques. Le facteur 1, c'est le fibrinogène, bien sûr, ce n'est pas une enzyme. Les autres facteurs sont des enzymes. Nous voyons ici le rôle de la vitamine K dans la synthèse des facteurs vitamino K dépendants, qui est donc en fait l'adjonction d'un groupement COOH à l'acide glutamique présent dans les facteurs de la coagulation vitamino K dépendants. Ce COH en plus va être important parce que c'est lui qui va permettre de lier le calcium et donc de stabiliser les complexes de la coagulation. Comme vous pouvez le voir ici, le calcium va se mettre sur les phospholipides électronégatifs que sont la phosphatidylsérine et les groupements carboxyliques des facteurs vitamino K dépendants que sont le facteur 2 et le facteur 10 ici par exemple vont se lier au calcium et donc le complexe sera stabilisé. Donc nous voyons ici le phénomène clé de la vitamine K. Et comme nous savons, les antivitamines K vont inhiber ce phénomène de carboxylation et donc vont inhiber la synthèse de facteurs vitamino K dépendants. Voilà ce que nous avons dit. Donc le calcium qui forme un pont entre les COOH des facteurs vitamino K dépendants et les phospholipides négatifs, phosphatidylsérine. Classiquement, la coagulation est décrite par une cascade ou deux cascades que nous appelons donc la voie extrinsèque et la voie intrinsèque. C'est simple de comprendre. Il suffit de savoir que la voie extrinsèque est a une seule réaction particulière à elle, caractéristique, qui est donc l'activation du facteur 7 par le facteur tissulaire. Le reste, c'est ce qu'on appelle donc la voie commune, qui est la suite de la voie intrinsèque. Je vous cite les principales réactions de cette cascade. Donc, c'est la transformation du fibrinogène en fibrine par la thrombine. La thrombine, elle, est produite à partir de ce qu'on appelle le complexe prothrombinase, qui est formé du facteur 10 et de son cofacteur, qui est le facteur 5, associé, comme nous l'avons vu, au calcium et aux phospholipides. Ce complexe de prothrombinase va permettre l'activation du facteur
2, prothrombine, en facteur 2A, thrombine. Soit ce facteur 10 est activé soit par la voie extrinsèque, soit par la voie intrinsèque. Donc le facteur 10, le facteur 2 et le facteur 5 et le facteur 1 sont la voie commune. Le facteur 10 est activé donc soit par le facteur 7 activé, soit par le facteur 9 associé à son cofacteur, le facteur 8, avec toujours phospholipides et calcium, formant ce qu'on appelle le complexe TNAS. Actuellement, la coagulation est décrite par d'autres mécanismes, par une autre cascade qui fait appel à des phénomènes physiologiques in vivo, que sont donc l'initiation. Comme nous le voyons ici, l'initiation n'est en fait que la première partie de le temps extrinsèque, et donc c'est la voie extrinsèque qui est physiologiquement la voie qui initie la coagulation. Le facteur tissulaire qui se trouve dans la membrane plasmique de toutes les cellules nucléées de l'organisme, à part les globules blancs inactivés, donc essentiellement le fibroblast du sous-endothélium, vont permettre l'activation du facteur 7 en facteur 7 activé. Donc le complexe facteur 7 activé, facteur tissulaire, va permettre l'activation d'autres facteurs 7, l'activation du facteur 10, l'activation du facteur 9, et cela va entraîner l'activation de la prothrombine en thrombine, mais en quantité modérée, minime, parce que les facteurs activés, qui sont le facteur 10 et le facteur 9, n'ont pas de cofacteurs activés, c'est-à-dire que leur fonction ne sera pas aussi importante. La deuxième étape de cette nouvelle cascade, c'est l'amplification. En fait, la petite thrombine générée par les phénomènes que nous venons de décrire, va être à l'origine de la genèse d'autres thrombines par l'activation d'autres, donc des cofacteurs. Donc la thrombine va activer le facteur 5, va activer le facteur 8, et donc va activer le facteur 11. Comme nous le voyons ici, le facteur 11 va permettre d'activer d'autres facteurs 9. Donc le facteur 9 activé par le facteur 11 activé par la thrombine associé au facteur 8 va induire ce qu'on appelle donc le complexe TNAS que vous voyez ici, qui va activer du facteur 10, associé à son facteur 5 activé par la thrombine, va former le complexe prothrombinase et générer beaucoup plus de thrombine, et donc phénomène d'amplification. Nous voyons ici plus en détail la voie extrinsèque et la voie intrinsèque. Cette thrombine va permettre la genèse d'un monomère de fibrine qui, lui, est polymérisé par donc, des ponts entre les différents domaines de la fibrine, du fibrinogène, pardon. Donc, la fibrine est constituée de deux domaines D et d'un domaine E. Les ponts vont se faire entre les domaines D et E, induisant ce qu'on appelle des polymères de fibrine solubles. Ces polymères de fibrine solubles vont être stabilisés et renforcés par le facteur 13, qui est donc une enzyme qui va former des ponts peptidiques et non pas une enzyme qui est une protéase, pas une sérine protéase. Cette enzyme qui va former des ponts peptidiques va stabiliser le complexe et induire ce qu'on appelle un polymère de fibrine insoluble par la formation de ponts entre les domaines D. Le facteur 13, lui, est activé par la thrombine. Comme nous avons dit, la coagulation fait appel à des régulateurs, donc des phénomènes qui vont inhiber ces phénomènes de coagulation. Nous citerons trois principaux anticoagulants physiologiques que sont l'antithrombine, qui va inhiber essentiellement le facteur 2, donc la thrombine, mais aussi d'autres facteurs, mais elle a besoin, donc tel que le facteur 10, mais elle a besoin de cofacteurs, et ce cofacteur est l'héparine. Donc l'héparine va agir en activant l'antithrombine. La thrombomoduline,
avec la protéine C et la protéine S, sont des inhibiteurs des cofacteurs de la coagulation, c'est-à-dire du facteur 5 et du facteur 8. Les protéines C et les protéines S sont des protéines vitamino-K dépendantes. Donc l'antithrombine, comme vous le voyez ici, inhibe le facteur 10, le facteur 2, le facteur 11 et le facteur 9. C'est-à-dire, en fait, l'antithrombine est un inhibiteur des enzymes de la coagulation. Alors que la protéine C et son cofacteur, la protéine S, sont des inhibiteurs des cofacteurs de la coagulation, facteur 5 et facteur 8. En réalité, principalement, l'activité de l'antithrombine se fait sur le facteur 10 et le facteur 2. Nous avons le troisième inhibiteur qui est le TFPI, donc qui est l'inhibiteur du facteur tissulaire, ce qui va inhiber essentiellement le complexe facteur tissulaire, facteur 7. La coagulation est explorée par plusieurs méthodes. Nous citerons essentiellement ceux les plus connus, le TCA, ou le temps de céphaline activateur, anciennement TCK, temps de céphaline kaolin, qui se fait sur du sang citraté, qui va se faire ou qui va permettre d'explorer l'hémostase secondaire par la voie intrinsèque. Et donc, va essentiellement étudier le facteur 12, le facteur 11, le facteur 8, le facteur 9 et la voie commune finale, facteur 5, 10, 2 et 1. Donc, classiquement, le facteur 12 n'est pas vu dans l'hémostase secondaire biologique et donc sa baisse va induire un allongement du TCK, mais n'induit aucune pathologie connue sur le plan de l'hémostase. Le temps de Quick et son corollaire, le TP, le taux de prothrombine, ou l'INR, l'International Normalized Ratio, ces temps vont explorer la voie extrinsèque, donc essentiellement le facteur 7 et le facteur tissulaire qu'on appelle thromboplastine, et la voie commune 5, 10, 2, 1. Donc, ces temps sont comparés bien sûr à des témoins pour donner les résultats. Le TCK est en général entre 30 et 40 secondes, alors que le TQ est aux alentours de 12 à 14 secondes. D'autres temps peuvent être utilisés, mais moins utilisés actuellement, que sont le temps de thrombine. Donc, nous allons ajouter de la thrombine au sang décalcifié, recalcifié in vitro. Cette thrombine va étudier essentiellement la fibrinoformation, c'est-à-dire le facteur 1, actuellement remplacé par le dosage du fibrinogène. D'autres temps sont connus aussi, tels que le temps de rétylase, où la thrombine qui est le même que le temps de thrombine, mais la thrombine est remplacée par de la rétylase, qui, elle, est insensible à l'héparine. Quelques éléments de trouble de la coagulation. Donc, nous pouvons se baser sur le TP. S'il est normal, nous voyons le TCK. Si le TCK est allongé et que cet allongement est corrigé par l'adjonction d'un plasma de témoin, donc malade plus témoin redevient normal, c'est-à-dire que c'est un problème quantitatif. Il n'y a pas ou qualitatif de facteur de la coagulation, c'est-à-dire que nous avons un déficit soit en facteur 8, hémophilie ou maladie de Willebrand, en facteur 9, hémophilie B, en facteur 11 ou en facteur 12, comme nous avons dit, qui n'a pas de risque hémorragique. Si par contre, le mélange ne corrige pas le TCK, c'est-à-dire qu'il y a des anticoagulants anti-facteurs de la coagulation qui circulent ou des inhibiteurs spécifiques qui sont dans le plasma. Si maintenant le TQ est allongé, c'est-à-dire que le TP est bas, c'est plus une atteinte hépatique ou la vitaminose K ou la prise d'antivitamine K ou un déficit constitutionnel
de facteurs de la coagulation de la voie extrinsèque, donc essentiellement le facteur 7. Il faut savoir qu'en plus des pathologies hémorragiques, nous avons des états d'hypercoagulabilité, par exemple par déficit en antithrombine, en protéine S, en protéine C, ou ce qu'on appelle le facteur 5 de Leiden, qui est un facteur 5 résistant à la protéine C, ou bien la mutation de la prothrombine type G20-210A, qui, elle, est résistante à l'antithrombine. Ces états d'hypercoagulabilité peuvent être acquises ou congénitales. D'autres états d'hypercoagulabilité acquises sont ce qu'on appelle le syndrome des anticorps antiphospholipides, donc avec la présence d'anticardiolipines ou d'anticoagulants circulants, et les thrombocytoses. Nous terminons enfin par la troisième phase de l'hémostase, qui est la fibrinolyse. La fibrinolyse est la dégradation de cette fibrine par une enzyme sérine protéase qu'on appelle la plasmine. La plasmine est générée à partir du plasminogène par des activateurs que sont le tissulaire plasminogène activator, TPA, et l'urokinase, UPA. Nous avons aussi des inhibiteurs de la plasmine qui vont empêcher que cette fibrinolyse soit dépassée, que sont l'alpha-2 antiplasmine et le plasminogène activateur inhibiteur, c'est-à-dire l'inhibiteur des activateurs du plasminogène. Donc le schéma ici montre l'action du plasminogène qui va dégrader la fibrine en produit de dégradation de la fibrine du fibrinogène et en dédimère. Donc le plasminogène, sous l'action de l'activateur du plasminogène TPA, va se transformer en plasmine qui va dégrader la fibrine en fibrine soluble pour ne pas obstruer le vaisseau et reperméabiliser le vaisseau. C'est cette plasminogène et ce plasmine sont inhibés par l'antiplasmine, alpha-2 antiplasmine, et par le PAI, c'est-à-dire l'inhibiteur des activateurs du plasminogène. La fibrinolyse peut être aussi testée par le temps de lyse des euglobulines ou bien d'une façon indirecte par le dosage du fibrinogène et des produits de dégradation de la fibrine et du fibrinogène. C'est-à-dire que s'il y a une élévation, par exemple, des dédimères, des PDF, nous pouvons suspecter qu'il y a une fibrinolyse exagérée. Donc, bien sûr, c'était long. Nous retenons donc certains de ces éléments-là que vous voyez sur cette plaque. Je vous laisse le temps de lire un peu. Vous pourrez faire des pauses et faire des lectures. La fibrinolyse, donc, sur le plan pathologique, est divisée en deux grands chapitres classiques que vous trouverez dans vos bouquins, que sont la coagulation intravasculaire disséminée et la fibrinolyse primitive. Voici un tableau qui fait la différence entre la CIVD et la fibrinolyse primitive. La CIVD, nous avons une consommation des facteurs de la coagulation et une activation de la fibrinolyse, alors que dans la fibrinolyse primitive, nous n'aurons que la fibrinolyse essentiellement. La CIVD donc, a été étudiée et a beaucoup de mécanismes, des causes diverses. Nous vivons actuellement, par exemple, dans cette pandémie, un état de coagulopathie, un type d'état de coagulopathie intravasculaire disséminée induite par un virus, par une infection virale. Donc, les infections graves sont une des causes fréquentes, vues aux urgences, des CIVD. Mais nous avons aussi les leucémies et d'autres pathologies qui peuvent être à l'origine de CIVD. Vous voyez ici comment un score peut nous orienté vers la CIVD, le taux de plaquettes, la baisse du taux de plaquettes, l'activation de la fibrinolyse et donc la présence de dédimères et de PDF, la baisse du TP, donc
consommation de la coagulation, et du fibrinogène, donc consommation du fibrinogène. Donc, si nous avons un TCA et un TQ qui sont allongés, nous dosons le fibrinogène. Si le fibrinogène est bas, c'est-à-dire qu'il y a une consommation des facteurs de la coagulation et du fibrinogène, si nous avons des dédimères élevés, c'est une CIVD. Si les dédimères ne sont pas très élevés, c'est plus une fibrinolyse. Si maintenant, il n'y a pas d'élévation, c'est-à-dire qu'il y a une baisse isolée du fibrinogène, pas d'élévation ni des dimères ni des plaquettes, dans ce cas-là, c'est une hypo ou une afibrinogénémie ou une dysfibrinogénémie. Si le taux de fibrinogène est plutôt supérieur à 1 gramme, c'est-à-dire un peu plus élevé, c'est les déficits en facteurs de la coagulation, soit les vitamines K dépendants, soit les autres facteurs, ou une insuffisance hépatocellulaire. Pour résumer, l'hémostase est un phénomène très complexe. Je ne pouvais pas en moins d'une heure vous présenter la totalité des phénomènes. Nous avons fait l'impasse sur certains éléments thérapeutiques. J'ai oublié par exemple de mentionner que des inhibiteurs du récepteur de l'ADP, qui je vous rappelle est un activateur de la plaquette tel que le clopidogrel, sont des antiagrégants. Et d'autres antiagrégants plaquettaires aussi, ce sont les inhibiteurs de la cyclooxygénase qui permettent la synthèse du thromboxane A2, qui, je vous rappelle, est un autre activateur de la plaquette, qui, lui, est synthétisé à partir de l'acide arachidonique par la cyclooxygénase. Cette cyclooxygénase est inhibée par l'aspirine et les AINS. Donc, ça sera l'action anti-agrégante des anti-inflammatoires et de l'aspirine. Actuellement, et je ne vais pas trop m'attarder sur ça, les phénomènes de la coagulation, de l'hémostase primaire et de la fibrinolyse sont de plus en plus étudiés par par une exploration in vitro qui revoit tous les phénomènes que nous avons vus, que nous appelons le thromboélastographe, le thromboélastomère, thromboélastographe TEG ou ROTEM. Ces machines de thromboélastographe sont importants et peuvent explorer tous les phénomènes de la coagulation à la fois et en un temps record. Et ils doivent être compris comme les cascades que nous avons vues, c'est-à-dire les cascades in vivo, c'est-à-dire l'initiation, l'amplification, et que la fibrinolyse fait partie de ce caillou. En fait, ces phénomènes, cette exploration va voir quel est le temps pour que la coagulation commence, c'est ce qu'on appelle l'initiation, clot time, puis le temps pour que le caillot formé devienne rigide, et on va avoir on va mesurer l'élasticité du caillot, sa résistance, donc le temps de sa formation et sa résistance, donc l'amplitude et l'angle de la formation. Et donc là, ça va permettre d'explorer tout ce qui est dépendant du facteur tissulaire et de l'amplification et du fibrinogène. Et donc, mesurer en fait la qualité du caillou qui va se former in vivo et nous dire est-ce que le problème se situe au niveau des plaquettes, est-ce qu'il se situe au niveau du fibrinogène ou est-ce qu'il se situe au niveau des facteurs de la coagulation, c'est-à-dire de la thrombine. Et au final, cette courbe va étudier la fibrinolyse. Est-ce qu'il y a une fibrinolyse qui est accélérée et donc donner des antifibrinolytiques ou pas? Je vous laisse un peu revoir cette courbe d'initiation, d'amplification et de propagation, le tout étudié par les différents temps du ROTEM et du TEG. Je vous remercie.